Et salut les potes, c'est Jigfio, j'espère que vous allez bien. Alors même si on dirait pas, je suis bien accompagné aujourd'hui. J'ai mes... j'ai mes Golgoth à côté. Non, j'ai mes gardes du corps à côté, donc MT Hightech et Guillaume. Coucou tout le monde. Salut tout le monde. Bon, aujourd'hui les amis, c'est une vidéo assez importante sur la chaîne. On va en profiter pour faire un peu un mashup tranquillou là. On va tester un IO et en même temps on va parler protocole de bench. Parce que cette vidéo sort un peu en avance d'un teasing, on peut dire, hein, Ouais, très clairement. Une grosse vidéo qui arrive bientôt sur ma chaîne avec un test de 23 water cooling IO. Et on va vous montrer, on va vous faire un test d'un IO dans cette vidéo, mais on va vous montrer comment on teste les IO pour que En général. Voilà, vous ayez les infos quand sortira la grosse vidéo avec 23 water cooling. C'est ça. Enfin, allez, trêve de bavardage. Lancement. Bon du coup les potes, bien entendu, si vous aimez mon contenu, on n'oublie pas de lâcher le pouce bleu, l'abonnement, le like, le pouce rouge, la cloche, bien entendu, c'est important. Et puis, bien sûr, de vous abonner aux deux autres compères, hein, puisque MT a aussi une chaîne, lui, vous le connaissez, c'est plus la peine de s'abonner. Voilà. Et c'est parti, on va partir directement sur les tests de notre IO, et on va vous parler du protocole. Allez, c'est parti. Bon, c'est maintenant moi qui tiens la caméra pour filmer ces deux personnes. Par quoi est-ce qu'on va commencer? Du coup, on va d'abord commencer par montrer un peu l'IO, qu'est-ce qu'il y a sur l'IO, de quoi il est conçu. Puis de toute façon, j'avais déjà fait pas mal de tests sur ma table de bench chez moi, parce que de base, je voulais vous sortir un test dédié sur l'ancien protocole, tout ce qu'on avait fait sur ta vidéo la dernière fois, etc., etc. Et je me suis dit, pourquoi pas attendre et le présenter avec le protocole de bench, je pense que c'était beaucoup plus pertinent. Ok. Du coup, on passe derrière et on va montrer tout ça. Là directement on va se retrouver avec deux tables de bench, une sur une base AMD et la seconde sur une base Intel, avec à chaque fois le même kit de RAM qui est utilisé. Les cartes graphiques ont été désactivées au niveau des ventilateurs afin du coup de ne pas gêner la partie bruit et la partie ventilation. Comme là vous pouvez le voir directement sur les plans, les deux processeurs ont été poncés en fait directement afin d'avoir une surface qui soit 100% lisse et qu'avoir un contact optimal sur les pompes des différents AIO et de celui-ci en question. Et surtout fait un test d'aplanéité de façon à savoir que le processeur est complètement plat et que ça ne viendra pas de notre processeur, que le contact sera maximum. Si ça vient d'un problème, ça viendra de l'AIO et non pas du processeur. Alors c'est pour ça du coup qu'on a cette couleur là sur le processeur, on voit directement le cuivre. C'est ça. Qui est en dessous. Et pareil pour le processeur Intel. Alors niveau processeur, c'est lesquels là qu'on a? Donc c'est le 11900K pour Intel. C'est ça. Et pour le AMD, c'est le 5800X. Alors j'ai fait une grande confiance à Jigfio parce qu'il m'a dit je vais poncer tes processeurs Guillaume. Je lui ai dit t'es sûr de toi? Il m'a dit oui, t'inquiète. D'ailleurs là actuellement pendant que je vous parle, vous voyez un petit timelapse passer du moment où j'ai poncé le 5800X pour ceux qui pourraient se poser la question de comment on ponce un processeur. Donc voilà, on a attaqué d'abord avec du gros grain parce qu'on a vu que avec le nickel... une ponceuse, non, c'est ça? Ouais, bien sûr. On a vu que le nickel sur les processeurs était quand même assez violent et forcément ça joue aussi sur les températures. Donc là il y aura plus ce côté température qui pourrait jouer avec l'épaisseur du nickel, etc. C'est complètement plat et aplani. Alors c'est quoi ce petit bruit qu'on entend depuis tout à l'heure, Là, Jigfio? c'est notre multimètre qui permet de voir les températures de la pièce. D'ailleurs, on l'a pris à plusieurs endroits. Vous voyez aussi actuellement les plans qu'on a pris. On l'a pris à différents endroits de ta pièce pour vérifier la température. Lui, il nous a saoulés là. Il nous a demandé de mettre le capteur au plafond, d'un côté, de l'autre, au sol, etc. Et en soi, on avait toujours la même température. Oui. Ouais, donc, on a réussi à stabiliser la pièce en gros entre 23 degrés parce que on a fait des tests un peu plus de soirée et 25 degrés. Donc on va se baser sur 24 degrés de moyenne. Mais on vous fera un delta où on l'affichera de toute façon dans les benches sur ta vidéo de façon à dire bon là on était là et là. Sachant que un delta de 2 degrés, ça peut vraiment tout changer dans un test. Oui. Donc on a vraiment essayé de le stabiliser le plus possible aux 24 degrés et là on voyait qu'on n'avait pas de grande différence. Faut pas se retrouver à 26, 27, 28 degrés sinon ça fausse totalement les tests. Voilà, alors on avait des water cooling où des fois on avait des résultats qui étaient bizarres, genre ils étaient pas bons. On a refait les tests à 23 degrés alors que la première fois c'était à 25 et on avait exactement le même résultat. Donc au final on s'est rendu compte que ça changeait pas grand chose. Disons que si on avait un petit delta, c'était un delta de 1 degré vraiment
sur une charge longue. Donc, il n'y avait pas eu d'impact voilà. directement sur sur l'IO en fait en lui-même et sur ses performances. Par contre, sur des plus gros deltas, là, on s'est rendu compte que justement, il y avait des différences. C'est pour ça qu'on les a retestés après sur une température qui était plus viable et qui correspondait à tous les autres tests. Bon, Ok. maintenant que vous avez vu un peu à quoi ressemblent nos présentations de table de bench, etc., on va passer un peu plus à l'IO. On va vous le présenter, donc il est là, hein, ni plus ni moins. Donc là, on est sur le Pure Loop de chez Be Quiet avec un radiateur de 27 mm d'épais. Et une particularité, c'est que la pompe est dans les tuyaux. Oui, le petit truc que là que vous voyez là. Et on peut remarquer que la cold plate aussi, elle est en full nickel. On retrouve ça plus rarement sur les... Ah ouais, bah c'est nickel du coup. Ouais, hein. Bon. La plupart du temps, c'est juste du full cuivre, et ceux qui démontent leur IO pourront remarquer que c'est la plupart du temps du cuivre, quoi. Ok. Voilà. Là en dessous, d'ailleurs, on s'est amusé à le démonter, on n'a pas vu grand chose hormis des LED. Hein. C'est juste un bandeau de LED qu'on a en dessous, et c'est d'ailleurs à ça que sert l'alimentation en 3 pins. C'est juste pour alimenter les LED. On remarquera aussi qu'on a quand même du tressé sur tout le water cooling, et voilà. Et au niveau des ventilateurs, je te laisse les présenter. Au niveau des ventilateurs, on se retrouve avec deux ventilateurs en fait en 120 mm qui sont les Pure Wings 2, simplement de Be Quiet, assez connus au final. En termes de RPM, on monte en fait jusqu'à 2000 RPM pour du 39 décibels, 39,5 décibels annoncés en fait à 100%. Voilà, après ça reste, j'allais dire, des ventilateurs communs de chez Be Quiet qui équipent presque tous leurs AIO à l'heure actuelle. Quoi dire de plus finalement, derrière ça reste une valeur sûre que Be Quiet a voulu utiliser en fait dans cet AIO là. Tout à fait. D'ailleurs, j'ai oublié de le préciser, à l'intérieur du radiateur, on est en full aluminium et non pas en cuivre. Donc ça, c'est une précision vraiment importante parce que ça change totalement au niveau de la charge des AIO et des radiateurs en général. Il faut aussi parler vite fait de l'installation de l'AIO. Donc là, je vous passe plein de plans que j'avais fait à l'époque sur la table de bench chez moi. L'installation de cet IO est quand même assez facile et fonctionnelle. Il n'y a que 2 vis à fonctionner à mettre. C'est génial ça. Ah, c'est génial parce qu'on en a testé plein. Il y en avait qui étaient horribles à monter. Donc, Be Quiet, gros pouce bleu. Hein, bien sûr. Là-dessus, au niveau de l'installation pour les gens, c'est ultra facile. On ne peut pas se tromper. Il y a l'écriture, il se positionne et c'est parfait. Voilà. Particularité aussi du coup de cet IO là. C'est directement qu'au fur et à mesure, certains IO, même s'il n'y a pas besoin réellement d'entretien, on peut rajouter justement du liquide. Vous avez une vis en fait à l'entrée sur le radiateur présente en fait en bas, qui vous permet dans le cas en fait vous souhaitez le garder en fait sur du long terme et de pouvoir justement le conserver sur du long terme et faire un remplissage de votre IO. C'est vraiment une feature qui n'est pas disponible en fait sur tous les AIO, c'est vraiment spécifique en fait à ceux de chez Be Quiet là à l'heure actuelle et c'est ultra intéressant et ultra agréable de devoir se dire que finalement on peut conserver un AIO plus que 5 ou 6 ans qui sont généralement les garanties en fait des constructeurs en moyenne. Du coup, dans nos protocoles de test, la première chose qu'on a vérifié au niveau des AIO, c'est de savoir s'ils étaient justement bien remplis. Parce que tu as remarqué que quand on les chope, on a du liquide, ouais. On sent qu'il y a une bulle d'air. Et ça, même s'ils sont montés en pression, etc., il y a forcément, parce que je pense qu'ils le remplissent la plupart du temps directement par les cold plates, ils le positionnent comme ça, ils le remplissent en pression, et ensuite ils le referment. Mais automatiquement, on a toujours de l'air. Du coup, il faut le dire aussi que sur la dernière vidéo que j'ai sortie sur les AIO, j'en ai vu beaucoup me parler de cette vidéo de Gamer Nexus qui nous dit « Oui, alors les AIO, faut pas les mettre comme ça en façade, faut les mettre absolument comme ça. » Voilà. Alors ça, c'est juste que vous comprenez pas l'anglais, désolé de vous le dire, parce que on appelle ça une certaine physique, c'est que du moment où cette chose qu'on appelle une pompe ou la cold plate, bon là pour le coup la pompe est là, donc ça fout un peu plus le zbeul, mais en soi, sur un fonctionnement d'une pompe classique, du moment où la pompe, donc qui est au niveau de votre waterblock, est en dessous de la bulle d'air la plus haute de votre circuit, cette bulle d'air qui est coincée ici ou ici en fonction de votre tour d'AIO tout simplement, elle ne pourra pas aller s'amuser à descendre, à aller au niveau de votre pompe, à faire le tour et à rester là-dedans. C'est pas possible. Physiquement, quand vous allez couper votre machine, soit elle va repasser là-haut, soit elle va repasser là-haut, mais elle ne pourra pas rester là-dedans. Donc on va faire un petit cours rapide, mais en gros, position comme ça, ok, donc là on va le faire en position différente. On va dire que je suis une carte mère, position comme ça, ok. Position comme ça, ok. Position comme ça, pas ok. Position comme ça, ok. Et comme ça, c'est le mieux. Voilà. Pourquoi ? Parce que là, vous êtes sûr que votre eau, quoi qu'il arrive, même si c'est mal rempli, etc., vous aurez toujours la bulle d'air qui sera coincée dans le radiateur et vous aurez toujours de l'eau ici. Pourquoi c'est important que je fasse cette précision ? Parce que j'en vois plein qui en parlent et j'ai l'impression que c'est plus dans le... Ils n'ont pas compris la vidéo de Gamer Nexus qui critiquait NZXT d'avoir dit il faut le mettre en dessous, parce que j'en vois certains qui mettent leur IO comme ça.
Et là, qu'est-ce qui va se passer? Votre bulle d'air va se passer au niveau du processeur. Forcément, plus vous allez avoir d'air au niveau de votre cold plate, forcément, moins vous allez avoir d'eau, moins vous allez avoir d'eau, moins vous allez avoir de refroidissement. C'est tout à fait logique. Donc pensez bien à mettre vos IO correctement, c'est aussi une petite piqûre de rappel à tout le monde. Mais arrêtez de me mettre dans les commentaires que ceux qui installent leur IO comme ça ou comme ça, c'est pas bon. Du moment où, je le précise encore, le bloc avec la pompe est en dessous du radiateur, le point le plus haut sera la bulle qui sera coincée. Voilà. Alors, petite précision, donc, pour les tests des IO, ils ont tous été testés dans la même position. Il n'y en a aucun qui a été testé dans une autre position qu'une autre. On est resté vraiment sur la même position, sur le même marquage. Peu importe les plateformes, que ce soit sur Intel ou sur AMD, la position est restée la même. Donc finalement, on ne se retrouvera pas justement avec ce problème de bulle d'air. Ils ont été secoués avant et placés du coup de sorte à ce que justement on n'ait pas d'air qui soit en fait dans le circuit, ou en tout cas que l'air reste à chaque fois en haut, comme Jikyo vous l'a expliqué juste avant, afin que ça ne nous fausse pas directement les résultats. Ok, du coup là on va vous faire plusieurs plans, vous allez voir plusieurs plans pendant qu'on va parler, pour parler de ce protocole de test, parce que oui, il y a énormément de choses que j'ai voulu rentrer dans ce protocole, j'ai été chiant, beaucoup plus chiant que le premier, puisque oui, énormément même. J'ai écouté directement les critiques et les commentaires que j'ai pu avoir au final, et pour être le plus juste possible dans nos tests des IO et des 23 tests qu'on aura prodigués dans la vidéo de Guillaume. Du coup, je prends mon petit calepin parce qu'il y a énormément de choses à cocher. Ok, du coup pour le protocole de bench, alors j'ai fait quelques petits points, bien entendu vous avez vu que c'était les mêmes CPU, je le reprécise, on les a poncés et aplanis pour être sûr que les CPU soient au carré. On a utilisé donc un 11900K et un 5800X. Quand je dis ça, c'est le même CPU, mais quand je parle du même CPU, c'est pas juste le même CPU, le même modèle. C'est le même CPU. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur, les soudures peuvent être faites différemment. Le fait justement de les avoir poncées joue énormément. Donc il faut qu'on soit au plus juste avec le même CPU, quoi. Voilà, donc bien entendu à côté il faut utiliser aussi la même carte mère, la même alimentation et la même RAM si on veut des données au plus juste. Là c'est ce qu'on a fait puisque tous ont été testés en même temps, sur la même RAM, la même carte mère, etc. Parlons-en des cartes mères justement, on est sur deux Asus, donc de très grosses Asus pour le coup, la Crosshair Hero 8 donc en X570 de chez Asus ROG. On est donc sur une carte mère prévue pour l'overclocking, c'est celle qu'on a déjà utilisée d'ailleurs il me semble l'année dernière, où là j'ai stabilisé toutes les tensions. Quand je dis toutes, c'est l'année dernière j'ai oublié de stabiliser le SOC par exemple. Là ça a été stabilisé, j'ai bien vérifié que tout était stable et que ça ne bouge plus et fixé dans le BIOS. Pour vérifier justement que les tensions soient bien stables et que rien n'ait bougé, on a tout vérifié au multimètre de façon mécanique ainsi que de façon logicielle afin du coup de croiser les données et d'avoir exactement les mêmes données. C'est pour ça que là sur le plan à l'heure actuelle que vous pouvez voir, on a utilisé ce type d'appareil pour pouvoir relever les tensions afin qu'elles soient fixes. Chacun démarrage entre guillemets et chaque configuration, une fois ces tensions fixées, n'ont pas été touchées. On n'a pas enlevé de composants, on n'a pas remis, on n'a pas refait le clear CMOS ou autre, ça n'a jamais été retouché après. Donc on est resté sur les mêmes conditions sur chacune des tables. Et de toute façon, lors de chaque test d'IO, on a vérifié les tensions au niveau des pins de la carte mère, parce que oui, ces cartes mères sont prévues pour ces vérifications avec une ceinture de vérif, la belt... La belt, je sais plus comment elle s'appelle dans le tableau Asus, bref. Mais en gros, vous pouvez vérifier chaque tension, que ce soit la RAM, le SOC pour Intel, le SSA, le IO, enfin, on peut vraiment tout vérifier. Tout a été vérifié plusieurs fois à chaque test, de façon à être sûr que nos tensions soient bonnes. Donc oui, j'ai été chiant. Ensuite, on va parler de l'autre carte mère, donc qui nous a été prêtée par Asus, c'est la ROG Maximus 13 extrême. Là, c'est vraiment extrême, les gars. On est sur une carte mère à 1000 €. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est genre une carte mère de ouf. D'ailleurs, MT va nous sortir la boîte. C'est 30% d'une 3090. Voilà. D'ailleurs, là, on peut voir la boîte. Et d'ailleurs, on vous montre des plans de la carte mère en fonction sur les IO. Franchement, c'était du plus bel effet. C'est de toute beauté. Ah, oui. Là, on était vraiment sur une carte mère juste ouf. On est presque sur une boîte RGB. On est sur un format en EATX. À limite. On est sur un format en EATX, donc une grosse carte mère de chez Asus. 1000 € pour rappel. Là encore une fois, toutes les tensions ont été fixées, la consommation, le VCore, le SA, le IO.
et d'autres. Vous allez le voir de toute façon pendant les plans que je vous passe, que tout a été fixé, que ce soit dans le DigiVRM ou même dans les tensions, de façon à ce que tout soit stabilisé. D'ailleurs, on peut en parler, le 5800X consommait quant à lui 160 à 165 watts. Bon, il y a des petites variations, des fois il est à 162, ensuite on passait à 163, 164. Donc bon, 2 watts, on peut pas stabiliser, il suffit que Windows fasse quelque chose en fond, etc. Après, si on commençait à aller soit en dessous de ces 5 watts de marge ou au-dessus de ces 5 watts de marge, on commençait à réfléchir à refaire les tests, tout simplement parce qu'on avait des degrés trop hauts de différence entre l'un et l'autre test. Le Intel, quant à lui, tournait à 220 watts à 225 watts. En Prime 95, parce que oui, on a utilisé que du Prime 95 pour ces tests. On a utilisé Prime 95 afin de pousser en fait au maximum les processeurs et de pouvoir en fait avoir une consommation la plus haute possible sur ces deux processeurs pour avoir une puissance et un système de refroidissement et pousser à bout le système de refroidissement. Sur le second test, où là on a effectué pour justement les personnes qui nous l'ont dit dans les commentaires, un test avec un son normalisé, à ce moment-là, là par contre on est passé sur du Cinebench R20, que ce soit sur les deux processeurs. Et du coup, pour le son normalisé, pour avoir un test un peu plus, pertinent, on a fait ça sur du Cinebench R20. Et du coup, le 11900K ne consommait plus que 190 à 195 watts en Cinebench R20. Bien entendu aussi, toutes les fréquences de ces CPU ont été fixées dans le BIOS de façon à ce qu'on ne varie pas en fréquence, qu'on ne monte pas, etc. Parce que imaginons que vous preniez un CPU AMD, si vous ne fixez pas tout ça, vous allez jouer sur votre fréquence. Plus vous allez être froid ou chaud, moins vous aurez, ou plus vous aurez de fréquence, et plus vous allez toucher aux tensions. Donc c'est ultra important quand vous faites vos tests d'IO. Voilà. Du coup, lors de nos benches, on n'a pas pris la température maximum, mais bien la température stabilisée, parce que oui, on a fait quand même attention à attendre que l'eau soit chaude à l'intérieur du radiateur, tout simplement, parce que oui, vous doutez qu'il va y avoir un échange thermique entre votre IO et votre processeur, parce que sinon ça servira à rien. Du coup, bien entendu, on devait attendre que l'eau soit à température ambiante finalement et avoir un maximum de charge au niveau du CPU, et on n'a pas retenu la température la plus haute mais bien la température stabilisée de celui-ci pour nos résultats. Pour ceux qui se poseraient la question, le pourquoi et le comment on a fait pour chauffer l'eau, ce qui s'est passé, c'est qu'on a envoyé un Prime 95 pendant 5 minutes sans relever les données. C'est-à-dire que l'IO a tout simplement tourné pendant 5 minutes. On a laissé 1 minute de repos entre chaque test effectué. Et après, on est parti sur 10 minutes de Prime 95 où c'est sur ces 10 minutes-là qu'on a récupéré la température stabilisée du processeur pour pouvoir jauger de la pertinence et du système de refroidissement de l'IO. Et de toute façon, très rarement avec Prime 95, les températures varient. Du moment où on se retrouve au bout de 2 ou 3 minutes, soit on a atteint les températures maximum, c'est-à-dire elles vont augmenter graduellement de 1 ou 2 degrés, mais c'est très rare qu'elles redescendent. La température de l'eau est à son maximum, la charge est à son maximum. Ouais. On le voit très très rapidement au niveau du test. Voilà. Donc au final, on va vous parler de ces tests de son, parce que oui, c'était ultra important apparemment aux yeux de certains, puisque Gamer Nexus par exemple fait ce genre de test, d'autres font ce genre de test. Il est à préciser quand même que ça ne sert à rien de mettre 25%, 50%, 75%, puisqu'au final ça ne veut pas vous dire grand chose, puisque les RPM des ventilateurs vont changer. D'ailleurs dans le test de Guillaume, vous verrez que 40 décibels, parce que oui, nous on s'est fixé à 40 dBA. Pourquoi ? Parce que 35 dBA, je vais vous montrer actuellement. À 35, des fois, il y avait le silence complet dans la pièce. On était à plus que 35. Ouais. Donc là, je vais vous montrer actuellement, nous n'avons que les PC de Guillaume qui tournent en fond, la ring light et nous. Donc là, si je parle, et pourtant là, je fais un effort, je ne parle pas fort. Et là, je pense qu'on est déjà entre 65 et 70 dB. Et la bonnette n'est pas dirigée vers moi. Oh, tu t'es trompé, GQ, t'étais à plus de 70, t'étais à 73. Voilà, donc je vous laisse imaginer maintenant si on essaye de se stabiliser à 35 dBA. On va faire un petit test là, il y a juste les ventilateurs qui tournent, on fait plus aucun bruit et on vous montre. Vous allez voir, c'est le moment malaisant. Allez, ASMR. 37, 38 dB. Même en étant complètement silencieux, en ne parlant pas, vous voyez qu'on dépasse ces 35 décibels que par exemple Gamer Nexus s'est fixé. Donc je trouve pas ça vraiment très pertinent. Alors on a essayé de fixer 40 dB en sachant qu'on s'amuse à couper les PC, qu'on s'amuse à couper la clim, qu'on s'amuse à couper tout, et c'était un silence olympien à l'intérieur de la pièce. Et ensuite on fixait finalement un certain pourcentage de ventilation à 40 dB. On les revérifiait pendant le test en coupant tout et en ayant des résultats cohérents. Voilà. Alors petite précision aussi pour la prise de son, on a placé le micro à
15 cm des water cooling. Ça c'est important parce que si vous le placez à 5 cm ou à 15 cm, vous n'aurez pas les mêmes décibels affichés. On vous le montre d'ailleurs actuellement dans les plans. On a fait directement des petits marquages avec du scotch sur la table pour montrer la distance et où était placé notre IO, de façon à vous montrer que tout a été pris à la même distance. C'était des points de repère. Et on avait 23,5 cm d'écart entre la table et la bonnette de notre IO. Parce que ça aussi c'est important, forcément, avec la façon dont ça va résonner entre la table et les vibrations des ventilateurs. Cette hauteur correspond aussi à, généralement, du coup, le centre de tous les IO que l'on a pu tester, donc la jonction entre les deux ventilateurs, afin que ça soit fait de façon égale pour tous les ventilateurs. Ces notions, du coup, de centimètres et de placement ne sont pas anodins, parce que Optimum Tech, Gamer Nexus ou même J2Cent utilisent et le proclament aussi dans leurs tests, comme quoi on est à 15 cm. Donc pour tous ceux qui justement revenaient en commentaire en disant oui mais il faut faire comme ci, il faut faire comme ça ou autre, on a appliqué directement déjà des mesures en termes de distance qui étaient déjà faites par d'autres personnes afin justement de pouvoir comparer aussi sur, j'allais dire, une même gamme du coup de critères directement. Au niveau du décibelmètre que l'on a à l'heure actuelle, il est, lui, en fait, calibré, mais c'est surtout que derrière, on est en fait à 0,1 dBA de précision dessus, et on peut aller de 0 à 150 décibels sur celui-ci. On n'est pas sur les décibels qu'on peut trouver à 30 €, où vous avez du coup un commencement à 30 décibels au premier. Voilà, là on est vraiment sur quelque chose d'ultra précis. On a fait vraiment ça de façon à être le plus précis dans tous nos tests, C'est justement. Parce qu'on a remarqué que finalement, comment dire, même 40 dB, c'est pas des masses. Ouais, pour le coup, 40 dB avec les tests qu'on a fait, on entend vraiment quasiment pas. Faut faire attention pour entendre légèrement un souffle de ventilateur. Et on précise que ces tests, on les faisait en ayant tous les PC éteints, la clim éteinte, le bébé qui fait pas de bruit, les chats qui mangent pas de croquettes. Donc il y avait vraiment le silence complet. À l'intérieur de la pièce. Et on entendait à peine les ventilateurs en ayant 40 dB. Donc cette base de 40 dB, si on la choisit, c'est vraiment pour ceux qui recherchent absolument le silence en ayant des performances correctes. Sachant, bien entendu, qu'il faut aussi parler du fait qu'on n'était pas dans un boîtier, parce que oui, vous l'avez vu, on a fait tous nos tests sur table de bench, et ça c'est ultra important, parce que ceux qui vous proposent des tests d'IO dans des boîtiers n'auront pas du tout les mêmes températures, parce que l'airflow à l'intérieur va changer, vous n'aurez pas finalement la performance brute de votre IO, donc ça c'est ultra important. Et pour les tests de bruit... C'est une caisse de résonance aussi, et du coup, d'un point de vue bruit, c'est totalement différent. Un boîtier ne permettra pas une diffusion du bruit de la même façon qu'un autre, ou que d'autres boîtiers en fait directement. Donc c'est pour ça que du coup, le test de son, pour nous paraissait pertinent de le faire sur table de bench, et non pas de prendre un boîtier commun, du coup, pour effectuer tous les tests. Vous allez voir que, en même temps que la vidéo de Guillaume sortira une de mes vidéos sur ma chaîne, on va vous parler ventilateur, parce que oui, on a testé tous les IO avec des ventilateurs normalisés, parce que oui, j'en ai aussi entendu parler de cette histoire, en me disant oui mais Jigfio, à la place tu devrais normaliser et prendre un seul et même ventilateur. Donc là on a choisi les Asus ROG XF 120 qui sont juste là. Vous allez voir de toute façon en plan qu'on les avait fait en fonction de l'IO et fonctionner. Et on est sur une base de 22 dBA, donc un ventilateur ultra silencieux. Et il faut dire quand même que quand il n'est pas monté sur un IO, il est ultra silencieux. Faut laisser ce qui est. Avec des millimètres par H2O de 3,07 mm par H2O, donc vraiment bien prévu pour du water cooling. Et vous allez voir que les résultats sont quand même assez disparates en général. Soit c'était bon, soit c'était très mauvais. Dans un second temps, du coup, d'où l'importance justement de pouvoir normaliser du coup, des ventilateurs sur un RAD. Vous retrouverez sur ma chaîne un test, en fait, où on testera plusieurs couples de ventilateurs directement sur un seul et même IO pour montrer l'importance du coup de changer les ventilateurs sur votre IO et de possiblement ne pas prendre les ventilateurs de base qui sont fournis avec votre water cooling. Et enfin, pour terminer, et forcément c'est important, on va vous parler couple de serrage et pâte thermique, parce que oui, on a décidé d'utiliser une nouvelle pâte thermique qui est sortie il n'y a pas si longtemps, c'est la MX5. Qu'est-ce que t'en penses, MT, de cette pâte thermique? Elle est ultra visqueuse, très clairement. Pour justement en fait être, j'allais dire, le plus précis possible, on a à chaque fois mis en fait à peu près la même dose et on a à chaque fois essayé d'étaler du coup au maximum la pâte. Vous voyez les plans, pour là étaler, c'était une galère. Très clairement, elle est visqueuse comme c'est pas permis. On a dû prendre une carte de Fnac en fait pour pouvoir justement tout étaler parce que la spatule qu'on vous donne, c'est vraiment petit par petit et elle colle. Enfin, c'est un chewing-gum.
très clairement, on peut la comparer à un chewing-gum. Par contre, d'un point de vue nettoyage, après, elle s'en va directement. Elle n'accroche pas non plus quand elle est chaude, votre processeur en fait à votre rad et vous ne l'en tirez pas directement. Par contre, juste si vous l'utilisez, pensez bien à chauffer votre machine avant de retirer votre processeur, surtout chez AMD, parce que sinon il se décolle avec tout simplement l'IO. Mais franchement, non, ça reste une bonne pâte thermique. Après, de voilà. bonnes performances en Mais général. voilà. Moi, j'en suis assez satisfait. Alors, on n'a pas fait de comparatif avec la MX4 ou autre, mais en soi, elle a l'air plutôt pas mauvaise. Au niveau couleur, moi j'ai bien aimé le côté bleu. Ça change des pâtes thermiques actuelles qu'on voit toujours grises. On voit qu'on a de la pâte thermique quelque part. On a un bleu clair. Ouais. On est vraiment sur un bleu clair, vraiment typé boîte d'Intel. Voilà, et franchement c'était assez sympa de tester ce genre de pâte. Autre chose, c'est le couple de serrage, parce que oui, je pense que le couple de serrage va être ultra important. Alors là, encore une fois, par souci de vérification, on va dire, on n'a pas utilisé de tournevis, hormis quand c'était nécessaire. Je veux dire, par exemple, la Quick Freezer, on n'a pas le choix. C'est d'ailleurs une des critiques que je lui avais fait, parce que je vois bien les gens utiliser des tournevis comme ça. Donc là, obligé d'utiliser un tournevis petit, etc., on n'avait pas le choix. Mais sinon, tout montage a été d'abord fait par Guillaume, par moi ou par MT, mais quand c'était Guillaume et MT qui les mettaient en place... C'était mieux fait. D'accord. C'est moi qui les serrais derrière, histoire d'avoir une force de plaquage égale, parce que étant avant technicien de maintenance, apparemment c'est moi qui ai le plus de force dans les doigts. Faux, ok. Et c'était une histoire, d'avoir toujours la même pression, en tout cas la même pression à quelques newton-mètres, parce que le problème étant, c'est que si on avait utilisé un couple de serrage prédéfini au niveau des tournevis, de couple, etc., chaque constructeur a d'autres données, donc ça n'aurait jamais été réellement juste. Le but était de finalement les serrer tous à la même force et d'avoir à peu près la même surface d'aplomb. Bon, du coup, forcément, on était aussi dans une vidéo dédiée sur le Be Quiet, donc on va peut-être vous parler un peu du Be Quiet, parce que oui, il a eu des performances qui sont assez acceptables aux fonctions de tout ce qu'on a vu des tests des IO. Même plutôt bonnes d'ailleurs. Même plutôt bonnes, plus bonnes sur Intel que sur AMD pour le coup. Au niveau Intel, on était vraiment bien positionné, donc là on était à 98 degrés, alors là les gens ils vont se dire quoi ? 98 degrés sur AMD, mais dites-vous qu'il y en a une paire qui n'ont pas passé du tout le test en fait. Qui ont dépassé les 100 degrés et certains qui sont passés les 100 degrés en 10 secondes. Voilà. Donc faut se dire aussi que c'est quand même un water cooling qui vaut quoi, un petit peu plus de 100 € et qui a fait des meilleures perfs que certains water cooling à 200-250 €. Donc on se retrouve sur une performance ok. Une fois qu'on a passé la normalisation des ventilateurs, donc on a mis les XF120, on a perdu 1 degré, et en soi on n'a pas perdu au niveau décibels. On était plus ou moins équivalent à 1 ou 2 dB après, donc on peut quand même dire que les XF120 pour le coup seraient meilleurs que les PureWinx, en tout cas au niveau de l'IO quoi. Et là du coup on passe du côté Intel, et là on est sur 91 degrés, et c'est presque une des meilleures performances qu'on a eues en général. Pour R20 directement sur Intel, quand on a les décibels normalisés, on se retrouve en fait à 56% de la capacité donc des ventilateurs, et en termes de température, au final on est à 74 degrés pour une pièce qui est à 24, donc c'est honorable, on reste quand même sur une bonne performance pour cette IO là, même en ayant baissé justement et en essayant d'avoir du coup le silence presque en fait absolu, et en étant maintenu en fait à 40 décibels, on a des températures qui sont quand même honorables, en sachant que là on est du coup stabilisé à 64 degrés, mais Cinebench R20 a tourné pendant 10 minutes aussi, donc c'est à température stabilisée, voilà, donc ça reste quand même une bonne température et un IO qui a quand même de bonnes performances, que ce soit avec les XF ou avec les Be Quiet qui sont fournis avec, on est quand même sur une bonne qualité. Il faut aussi préciser qu'on avait combien de dBA annoncés sur la boîte? Pour les décibels annoncés, techniquement par le constructeur, on était à 39,5 décibels. Sur nos relevés, nous, donc ventilateurs placés sur la IO, on était à 54 décibels, ce qui fait quand même une grosse différence. Malheureusement, on ne sait pas comment sont testés les ventilateurs en fait, et sont testés du coup les décibels des ventilateurs chez des constructeurs. Est-ce qu'ils sont testés à 1 mètre, 2 mètres? Est-ce qu'ils sont testés en fait à 2 cm en fait du ventilateur? Est-ce que c'est sur la IO ou pas? Est-ce que c'est dans quel environnement? Est-ce que c'est dans une chambre sourde ou non? Ça, on n'en sait rien, et c'est vrai que malheureusement, on ne peut pas non plus comparer et se baser directement sur les décibels annoncés par le constructeur ou les constructeurs, parce que finalement, du coup, ils ne sortent pas, j'allais dire, d'un contexte réel ou en tout cas d'un contexte déclaré. Bon, en tout cas, maintenant, ça veut bien dire justement que ce test de décibels va nous donner beaucoup de choses. Même si moi, à mon sens, je m'en fichais un petit peu. Bon, on a remarqué quand même qu'au-delà des 60-65 décibels, ça a commencé à devenir peut-être gênant pour quelqu'un qui utiliserait par exemple des enceintes. Il faut quand même le noter, ou la télé.
Par exemple, quelqu'un qui regarde la télé, qui a son PC dans un salon, ça peut être dérangeant. Je peux concevoir. De toute façon, j'ai jamais dit le contraire. Hein. Le truc, c'est que, à mon sens, on reste toujours sur un refroidissement de CPU et que la note finale, en tout cas de nos tests, restera quand même sur la performance globale maximale des CPU en général. Je pense qu'un truc important à préciser aussi, c'est que toutes les 3 décibels, ça fait 2 fois plus de bruit. Donc 43 décibels, c'est 2 fois plus de bruit que 40, qui est déjà 3 fois plus bruyant que, qui est déjà 2 fois plus brillant que 37 dB. Donc c'est important de le préciser parce que oui, 35 dBA, c'était vraiment trop peu à notre sens, quand on voit les relevés qu'on a pu faire, et que finalement 30-35 dB, c'est une chambre où on dort. Et encore, même là, vous frottez dans le lit, ça fait plus de bruit. Mais c'est surtout que sur certains AIO, 35 dBA, en fait, on tombait à 13% d'utilisation des ventilateurs. C'est-à-dire qu'on utilisait 13% des ventilations, presque limite à l'arrêt, en fait, si on peut dire ça. Donc un système de refroidissement qui, d'un point de vue performance, est égal à 0. Et on n'a pas trouvé ça pertinent, c'est pour ça qu'on a justement relevé et qu'on est passé sur 40 décibels, afin que ça puisse permettre sur la moyenne, puisque en moyenne c'est ça où on est, hein, en fait, on est aux alentours des 40 à 60 en fait, % d'utilisation sur chacun des AIO, qui correspond du coup, j'allais dire, à une utilisation normale, stable, qui soit en fait performante, mais qui puisse justement vous offrir et vous procurer en fait aussi un silence. Il faut aussi bien sûr comprendre que ce fait de faire des normalisations de dB dans les tests des gens ou des testeurs peut être ultra important, parce que bien entendu, si un Corsair par exemple, je sais pas, Pro quelque chose qui tournait à 75 dB est limité à 35 dB, comme disait AMT, ça va tourner à littéralement 10%, alors que par exemple un Arctic Freezer qui va être bien meilleur à 48-45 dB au maximum va tourner à 70%. Donc forcément, les performances peuvent énormément jouer. Je pense que c'était ultra important de le préciser. Pourquoi ? Parce que j'en ai entendu parler monde. Voilà. Donc en tout cas, on a maintenant des performances stables. Voilà. Bon, alors Jigfio vous a tout expliqué pour les tests de ces IO. Alors, bien sûr, n'oubliez pas de noter le cadrage de cette vidéo, là, quand ils étaient filmés. C'était moi qui filmais, j'espère que j'ai fait ça bien. Et est-ce que tu as quelque chose à ajouter ? Non, je pense qu'on a fait le tour. On n'oublie pas d'aller s'abonner aux 2 zigotos à côté qui sont sur la pointe des pieds pour me faire passer pour un tout petit. Et bien entendu, de lâcher le pouce bleu, le like, la cloche et tout ce qui s'ensuit, comme d'habitude. On se retrouve pour une prochaine vidéo dans très peu de temps. Allez, c'était MT, Guillaume et Jigfio. À la prochaine. Ciao, ciao. Salut.